Et si la plus grande menace sur le champ de bataille n'était ni la mitraille, ni les obus, mais des millions de pattes minuscules et grises? 8 longs mois se sont écoulés. La ligne de front reste figée, pas un seul centimètre gagné ou perdu. Les soldats attendent, tendus, guettant une attaque qui ne vient jamais, jusqu'à ce qu'un adversaire surgisse impossible à anticiper. Ni les images satellites, ni les rapports militaires ne signalent de nouveaux mouvements, aucun renfort ennemi. Pourtant, quelque chose d'incompréhensible s'insinue. La terre frissonne, vibrante, comme si elle respirait au rythme d'un danger invisible. Ici, le No Man's Land porte bien son nom. La terre vivante n'est plus une métaphore. Une marée grise et silencieuse faite de millions de rongeurs envahit les positions. Attirés par les restes, ils transforment les tranchées en garde-manger à ciel ouvert. L'homme perd soudain le contrôle du terrain. Face à cette menace biologique, aucune défense classique n'est efficace. Les balles et les bombes ne servent à rien. Les rongeurs dévorent tout, vivres, câbles, armes, même le moral des troupes. Ils se multiplient, sans relâche, insensibles à la peur, indifférents à la mort. L'armée, aveuglée par ses certitudes, n'a pas vu venir la catastrophe. Pertes humaines, matériel détruit, discipline effondrée, la survie même de l'organisation est menacée. Car face à une crise biologique, la puissance technologique ne vaut rien si l'on ignore les signaux d'alerte. Comment une armée entière a-t-elle pu être balayée par une force aussi insidieuse, aussi méprisée? Pour comprendre l'ampleur du désastre, il faut plonger dans le quotidien des soldats pris au piège. Voici comment la nature a brisé le moral et la logistique d'une armée moderne. La nature ne tolère aucun vide. Ici, elle comble l'absence de manière brutale et implacable. Sur la ligne de front, depuis des mois, des milliers de cadavres sont abandonnés, à peine recouverts de terre ou précipités dans des cratères. Cette accumulation, jamais évacuée, devient un festin permanent pour la faune locale, un banquet nocturne où les consommateurs du vivant prolifèrent sans limite. Mais ce n'est pas qu'une question de quantité. Un automne anormalement doux, avec des températures qui n'ont jamais chuté sous 5 degrés, a empêché le moindre ralentissement des processus biologiques. Loin de ralentir, la décomposition s'accélère dans la boue chaude et humide. La biomasse fermente, attire, transforme, et rien ne vient stopper cette effervescence. Cette surabondance déclenche une réaction en chaîne. En quelques semaines, la population de rongeurs explose, jusqu'à 2000 individus par hectare. Imaginez sur chaque carré de 100 mètres sur 100 une armée grise remplaçant les soldats au tombé. Les tranchées, autrefois bastions humains, sont envahies non par l'ennemi, mais par des vagues de petites créatures affamées, prêtes à s'approprier chaque abri, chaque recoin. Prenons un exemple concret. Sur une ligne de défense longue de 4 km, si chaque hectare abrite 2000 rongeurs, cela représente près de 80 000 petits animaux sur une distance dérisoire. C'est l'équivalent d'une ville de taille moyenne, mais composée uniquement de souris et de rats. À mesure que la guerre s'enlise, les animaux deviennent les véritables maîtres des positions. Les abris, bétonnés et isolés pour les hommes, se transforment en couveuses idéales pour les rongeurs. Les soldats, eux, ne sont plus que des intrus dans leur propre forteresse. Cette situation rappelle étrangement certaines périodes de la Première Guerre mondiale. Déjà, à Verdun ou dans la Somme, les témoignages rapportaient la présence de millions de rats dans les tranchées, rongeant les vivres et dévorant les cadavres. Mais ici, l'ampleur dépasse tout ce que les anciens combattants auraient pu imaginer. Négliger la gestion des corps et des déchets n'est pas un simple oubli logistique, c'est ouvrir la porte à une avalanche biologique. Quand le vivant s'invite, la plus stricte des chaînes de commandement s'effondre. La nature impose sa loi et ceux qui détournent le regard sont condamnés. Mais ce n'est que le début. Bientôt, la menace invisible se transforme en épidémie. Les hommes découvrent que l'ennemi le plus redoutable n'est pas celui qu'ils imaginaient sans. Imaginez une guerre où, chaque nuit, des millions d'assaillants minuscules déferlent. Les soldats, privés de sommeil, restent figés, oreilles aux aguets, muscles tendus à l'extrême. Se reposer devient impossible. Les rongeurs s'infiltrent partout, mordent la peau, s'attaquent aux doigts et même aux paupières. Jamais de trêve, pas une seconde de paix. Dans certaines compagnies, on organise des tours de garde non plus pour surveiller l'ennemi, mais pour repousser les rongeurs à coups de pelle ou de bâton. On installe des pièges de fortune, mais ils sont vite saturés. Une simple planche lestée de poids écrase quelques dizaines de souris, mais la vague suivante déferle aussitôt. L'épuisement gagne vite. Les hommes n'osent même plus fermer l'œil, redoutant d'être dévorés vivants. Certains, acculés par la peur et la fatigue, basculent dans la folie. Les couloirs semblent onduler, le sol grouille, les murs respirent.
Des soldats, poussés à bout, se tirent une balle dans la jambe pour fuir cet enfer qui ne finit pas. Cette panique n'est pas sans rappeler d'autres épisodes de l'histoire militaire où la nature s'est retournée contre l'homme. En Afrique, lors des campagnes coloniales du XIXe siècle, des nuées de criquets ont détruit des camps entiers, privant les troupes de nourriture et de sommeil. La peur, alors, n'était plus celle de l'ennemi humain, mais celle d'une force incontrôlable. Mais le cauchemar empire. Les rongeurs détruisent tout. Les uniformes se déchirent, les bottes tombent en lambeaux, les câbles sont rongés. En quelques heures, batteries, ordinateurs et drones sont grignotés, court-circuités, inutilisables. La technologie, censée tout protéger, s'effondre face à ses dents insatiables. Très vite, les communications s'éteignent. Radio muette, ordre bloqué, la chaîne de commandement se brise. L'anarchie s'installe, la panique gagne. Isolés, les soldats perdent leurs repères. La discipline se dissout. La peur animale remplace tout. L'armée n'était plus qu'une proie, vulnérable et désespérée. Dans les archives de la Seconde Guerre mondiale, on retrouve des cas similaires sur le front de l'Est, où les rats ont détruit des kilomètres de câblage téléphonique, isolant des divisions entières en pleine offensive. Malgré les leçons du passé, l'homme se retrouve, ici encore, à la merci de la nature. Chaque minute passée dans cet abîme ronge le moral. Incapables de reprendre la main, les hommes deviennent des ombres, traqués par une marée invisible. Les piliers militaires, cohésion, hiérarchie, confiance, s'effritent. Ceux qui, la veille, maîtrisaient la technologie et la guerre, ne sont plus que des survivants, livrés à une horde qu'aucune arme ne peut freiner. Pourtant, le pire approche. Car à l'effondrement matériel et psychique vient s'ajouter une crise sanitaire dont personne ne mesure encore l'ampleur. Les premières fièvres apparaissent. Bientôt, ce ne sont plus les morsures qui déciment les rangs, mais une épidémie incontrôlable. Quand la maladie s'installe, la bureaucratie choisit le mensonge plutôt que l'affrontement de la vérité. Les soldats, déjà minés par la peur et l'épuisement, voient en surgir une vague d'épidémies qui déferle sur les tranchées. Fièvres hémorragiques, peste murine, d'abord quelques cas, puis des dizaines, bientôt des centaines. Les hôpitaux improvisés débordent, incapables de contenir l'afflux. Les brancards manquent, les blessés s'enfoncent dans la boue, exposés au froid, à la vermine, à la mort tapis tout autour. La nuit, seuls les râles des agonisants percent l'obscurité, promesse d'une fin sans secours ni apaisement. À titre d'exemple, lors de la Première Guerre mondiale, la fameuse grippe espagnole a profité des mêmes conditions de promiscuité et d'insalubrité pour décimer des unités entières, bien plus sûrement que les balles ennemies. Ici, le scénario se répète. La maladie se répand à grande vitesse, alimentée par la peur, la fatigue et l'absence d'hygiène. Des protocoles précaires sont instaurés, mais tout manque, médicaments, matériel, bras. Les médecins, eux-mêmes exténués, parfois contaminés, n'ont bien souvent qu'un mot creux ou un chiffon humide à offrir. Lorsqu'on réclame l'évacuation des mourants, la réponse tombe, glaciale, refus absolu. Pas un véhicule, pas un hélicoptère, rien ne doit quitter le périmètre. On sacrifie les vivants pour préserver les apparences et la discipline. Les rapports officiels, froids et mensongers, nient la catastrophe. Les états-majors travestissent les faits, minimisent les chiffres, parlent des épisodes isolés ou de simples fatigues. Les appels à l'aide disparaissent dans les tiroirs. La façade vaut plus que les vies. Les supérieurs, terrifiés par la panique, préfèrent l'omerta à l'action, transformant la fièvre en secret militaire. Face à cette inertie, des initiatives désespérées émergent. Certains officiers ordonnent l'empoisonnement massif des rongeurs avec des produits improvisés sans aucune protection. Partout on disperse pièges et appâts, mais l'ampleur du fléau rend ces gestes dérisoires. Pire, les toxiques finissent par polluer l'eau. Les puits deviennent suspects, l'eau se trouble et de nouveaux symptômes digestifs s'ajoutent à la liste des maux. Ceux qui boivent tombent malades à leur tour, quel que soit leur grade. La peur grandit, la confiance se lézarde. Les rumeurs galopent, certains crient au sabotage, d'autres invoquant la colère divine. La cohésion se fissure, rongée par le silence officiel et l'horreur quotidienne. Des soldats désobéissent, se terrent ou fuient la zone infectée. L'ennemi n'a plus besoin d'attaquer, l'armée s'effondre, minée de l'intérieur par sa propre hiérarchie. Lorsque l'armée britannique s'est retrouvée confrontée à la malaria en Birmanie pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a appris à ses dépens que la désinformation interne et le refus d'admettre la crise aggravaient toujours la situation. Ici, l'histoire se répète avec une autre forme de vie, mais les mêmes conséquences fatales. Ignorer la catastrophe n'a fait qu'alourdir le bilan. Les pertes humaines deviennent impossibles à cacher.
Le tissu social se déchire, la discipline vacille, la défiance s'installe jusque chez les plus fidèles. La violence menace, parfois tournée contre l'extérieur, souvent contre les chefs. Tandis que la contagion s'étend, c'est d'abord la confiance qui disparaît. Pris en étau entre l'ennemi, la maladie et le commandement, les soldats se sentent piégés. Plus aucun choix ne paraît possible. Résister devient un acte de survie et parfois un début de révolte. Dans ce chaos, un événement inattendu va briser le silence et forcer une réaction. L'heure n'est plus à la dissimulation. Un point de bascule approche. Il suffit parfois d'un incident pour que tout bascule. Lorsqu'un bataillon entier refuse de prendre position, préférant risquer la cour martiale plutôt que de retourner dans les tranchées infestées, les états-majors comprennent qu'ils ont perdu le contrôle. Les réseaux sociaux s'emparent de l'affaire, des images circulent, la presse étrangère s'interroge. La censure ne tient plus. Il faut agir, et vite. Dans certains cas historiques, comme lors de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, ce sont les alertes venues du terrain, relayées hors des canaux officiels, qui ont forcé la hiérarchie à reconnaître l'ampleur du désastre et à déployer enfin des secours adaptés. Ici, la réaction sera tardive, mais elle viendra. Évacuation d'urgence, distribution de masques et de rations stériles, arrivée de spécialistes en dératisation venus de toute l'Europe. L'adversaire le plus dévastateur n'est pas toujours celui que l'on imagine. Ici, ce ne sont ni les missiles, ni les chars qui ont brisé la ligne, mais une armée silencieuse de rongeurs et une nature déchaînée. Cette défaite brutale rappelle une vérité incontournable. Sans la maîtrise de l'environnement biologique, aucune technologie, même la plus sophistiquée, ne peut garantir la victoire ou la survie. Trop souvent, on croit que la puissance des machines suffit. Mais négliger l'entretien, la logistique la plus basique et la gestion concrète des menaces naturelles revient à bâtir sur du sable mouvant. Dans ce secteur, des centaines de petits signaux ont été ignorés, déchets organiques entassés, prévention absente, surveillance sanitaire bâclée. En moins de 2 mois, tout s'est écroulé. La discipline s'est dissoute, le moral a sombré, la cohésion s'est fissurée, la logistique ce n'est pas qu'une chaîne de munitions ou de ravitaillement. C'est la capacité à prévoir, à s'ajuster, à affronter le quotidien, surtout en crise. Ici, les alertes du terrain ont été minimisées, jugées sans gravité. Pire, la peur de dévoiler l'ampleur du désastre a poussé certains à dissimuler la vérité jusqu'à l'effondrement inévitable. Cet échec expose sans filtre les failles d'un système trop sûr de lui. L'illusion de contrôle, la suffisance des états-majors, la lenteur administrative, tout a contribué à transformer une menace gérable en catastrophe généralisée. Reconnaître la réalité, même brutale, aurait permis d'agir, de renforcer les mesures d'hygiène, de lutter contre les nuisibles. Mais le déni a figé toute la chaîne de commandement. Pour éviter que l'histoire ne se répète, quelles seraient les mesures concrètes à mettre en place ? Premièrement, il faudrait instaurer une gestion stricte des déchets organiques, avec des équipes dédiées à l'évacuation des corps et à la désinfection régulière des tranchées. Cela implique la mise en place de protocoles de tri, de stockage temporaire et d'incinération contrôlée, même en situation de combat. Dans la Première Guerre mondiale, les armées françaises et britanniques ont progressivement mis en place des équipes de nettoyeurs spécialisées, réduisant ainsi les risques sanitaires. Deuxièmement, il serait crucial de renforcer la surveillance sanitaire, en multipliant les contrôles et les prélèvements sur le terrain. Des équipes vétérinaires et médicales pourraient être déployées pour détecter les premiers signes d'infestation ou d'épidémie, permettant ainsi une intervention précoce. À l'époque moderne, les armées disposent d'un peu de laboratoires mobiles capables d'analyser l'eau, le sol et l'air pour repérer toute anomalie biologique. Troisièmement, il faudrait repenser l'entraînement des soldats et des officiers, en y intégrant la gestion des menaces biologiques et environnementales. Savoir reconnaître les signaux faibles, instaurer des routines d'inspection et de nettoyage, apprendre à signaler sans crainte les défaillances. Tout cela doit devenir aussi naturel que l'entretien de l'armement. Enfin, il est essentiel de cultiver une culture de transparence et de retour d'expérience. Les états-majors doivent encourager les remontées d'informations, même alarmantes, et y répondre sans délai. L'histoire militaire regorge d'exemples où le refus d'écouter le terrain a mené à la catastrophe. Des bataillons entiers balayés par une invasion biologique. Ce scénario dépasse l'armée. Il menace partout où la technologie fait oublier les lois du vivant. La survie d'une organisation, militaire ou civile, dépend d'abord de son humilité et de sa capacité à revenir à l'essentiel. Oublier ces leçons, c'est condamner l'histoire à se répéter, avec des conséquences bien plus lourdes que les rapports officiels ne le suggèrent.
Dans la tourmente, la vraie force n'est pas la sophistication des équipements, mais la résilience, l'honnêteté et la réactivité. Ce sont elles qui tranchent entre adaptation et effondrement. Et quand tout s'écroule sous le poids des négligences, il ne reste qu'une conclusion amère, révélant le prix de l'arrogance. Mais cette débâcle n'est pas seulement une leçon militaire, elle offre un avertissement universel. Négliger la réalité biologique, c'est s'exposer à la chute. Ce bataillon ne fut pas fauché par l'ennemi, mais par l'orgueil et l'oubli des lois élémentaires de la nature. Ici, aucune balle ni aucun obus n'a causé de pertes comparables à ce que l'on n'a pas voulu voir, ce qui rampait, grouillait, se multipliait, sous la surface. L'histoire officielle ne retient que les victoires ou les défaites militaires, occultant la réalité biologique qui finit toujours par s'imposer. La vérité n'est jamais totalement contenue dans les communiqués ou les analyses stratégiques. Elle s'insinue dans les détails ignorés, les signaux faibles laissés de côté parce qu'ils paraissent sans importance. Pourtant, c'est là que naissent les ruptures, celles qui brisent les certitudes et renversent le destin d'une armée, parfois d'une nation. Ce désastre n'était pas une fatalité. Il était né d'une confiance aveugle dans la technique, d'un mépris pour les forces naturelles. Quand la logistique s'écroule, quand l'environnement devient un ennemi invisible, ni l'autorité ni la rhétorique ne suffisent à sauver ce qui peut l'être. Il ne s'agit pas de céder à la peur, mais de rappeler, seule une vigilance constante, une humilité face au vivant, permet d'éviter que l'histoire ne bégaye. Refuser d'accepter ses fondements, c'est s'exposer tôt ou tard à l'effondrement, qu'il soit militaire, organisationnel ou moral. Dans notre monde saturé de technologies et de données, l'illusion du contrôle total est tenace. Mais la nature continue de dicter ses lois, souvent de façon brutale et imprévisible. Voir clair, c'est apprendre à lire ces indices minuscules qui annoncent, longtemps avant le désastre, que l'équilibre est rompu. Ce qui s'est joué ici dépasse l'histoire de rongeurs ou de logistique. C'est un avertissement universel. Rien n'était jamais acquis, et l'orgueil précède la chute. Ceux qui nient cela n'écoutent pas le vrai grondement de la terre. Restons attentifs et modestes face à l'incertitude du vivant. La survie ne dépend pas de la force brute, mais de la capacité à percevoir le monde dans ses détails les plus ténus. À la lumière de cette histoire, la question n'est donc plus de savoir si la nature peut battre la technologie, mais combien de fois elle l'a déjà fait, et combien de fois elle le refera si nous refusons d'apprendre. Souvenons-nous, la prochaine crise ne ressemblera jamais à la précédente. Elle surgira là où on l'attend le moins, souvent portée par ce que l'on continue de considérer comme négligeable. La vigilance, l'humilité et la capacité d'écoute du terrain sont nos plus sûrs remparts contre la répétition des désastres. Lorsque tout semble maîtrisé, c'est là qu'il faut redoubler d'attention. La leçon du front gelé, envahi par la vie grouillante, vaut pour toutes les organisations, civiles ou militaires. Elle nous rappelle que le véritable ennemi n'est pas toujours celui que l'on vise. Parfois, il rampe, silencieux, dans l'ombre de nos certitudes.